Depuis le début de l'année, j'ai été contacté par pas mal d'agences d'architecture qui souhaitent passer à l'IA. Et le constat est souvent le même, c'est-à-dire que même si les personnes commencent à utiliser ChatGPT pour un certain nombre d'usages, ils sont conscients que l'outil est sous-utilisé par rapport à ses capacités. Et ça, c'est en partie dû au fait que les cas d'usage ne sont pas forcément connus, mais aussi qu'une partie des personnes ne savent pas vraiment utiliser l'IA à fond, notamment écrire un bon prompt, etc. Donc, dans cette vidéo, je te propose de faire un petit peu le point sur comment adopter l'IA pratiquement dans une agence d'architecture, comment se mettre à l'IA si n'as pas vraiment commencé, et comment, ensemble, de manière collaborative, collecter les cas d'usage qui sont les plus intéressants pour travailler avec l'IA, mais également partager votre usage de l'IA en interne. Moi, c'est Sébastien, ça fait plus d'un an que j'explore les possibilités de l'IA en architecture et que je documente les cas pratiques pour l'utiliser vraiment. Donc si tu veux apprendre à utiliser l'IA en pratique dans le domaine de l'architecture, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, je vais te partager et je vais discuter sur un diagramme qui explique ma méthodologie d'adoption à l'IA. Je t'invite à regarder le lien en description où tu pourras le télécharger. Donc, tu n'as pas forcément besoin de prendre de notes. Et avec ce diagramme, tu pourras commencer à appliquer ma méthodologie. Voilà, on commence tout de suite et on passe sur mon écran. Si tu commences avec l'IA, déjà, bah, tu peux te demander quels sont les grands cas d'usage en architecture. Donc là, je ne vais pas aborder tous les cas d'usage, mais je vais me focaliser sur celui pour lequel, en général, on commence en premier, qui sont ce que j'appelle les assistants IA, c'est-à-dire pour schématiser l'utilisation de ChatGPT pour des tâches administratives ou des tâches qui ne sont pas forcément directement le projet d'architecture. Donc, on va exclure la partie image, on va exclure la partie IA pour les plans et la conception, et on va parler un petit peu d'automatisation et d'agents, mais sans rentrer trop dans le détail. Donc maintenant, on zoome un petit peu et donc on s'intéresse aux agents. Alors si j'arrive à le faire, parce que c'est la première fois que je fais une présentation avec cet outil qui s'appelle Whimsical. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est un outil très bien. Donc la première chose, c'est de démarrer. Effectivement, si vous avez pas démarré, bah, c'est la première chose à faire. Donc en général, c'est pas le cas, hein. Les personnes que j'ai en formation ou avec qui je discute, ils ont, souvent démarré avec ChatGPT, mais si tu as pas démarré, il y a pas de souci, c'est encore le temps pour le faire. Donc la première chose, c'est d'abord choisir son IA. Donc récemment, j'ai eu des questions sur, quelle IA choisir. Est-ce que je choisis ChatGPT ou bien Mistral ou bien une autre IA? Donc, bah, voilà, effectivement, cette question, a du sens. Donc évidemment, ChatGPT, ça reste le plus populaire et moi, je te conseille de démarrer sur ChatGPT, ne serait-ce que pour voir ce que c'est et le tester. Mais il n'y a pas que ChatGPT. Tu as également Mistral, donc qui est un peu l'équivalent français de ChatGPT, qui peut être utilisé en gratuit et c'est une très bonne IA, donc je t'encourage aussi à la tester. Il y a Gemini qui est, l'IA de Google, donc qui est intégrée dans la suite Google et qui est de plus en plus puissant. Il y a une version qui vient de sortir, là, il y a même pas une semaine. Donc, il faut regarder ce qu'il permet de faire. Il y a Claude, qui est une IA très très bien faite et qui est très bonne notamment pour écrire du texte, mais également pour le code informatique et qui est très bien designé. Si tu es architecte, je pense que tu es sensible à la question du design, notamment du design d'interface. Et Claude, je pense que c'est la mieux designée. DeepSeek, bah, c'est la fameuse IA chinoise qui est gratuite. Elle est pas mal du tout. Tu peux l'utiliser également. Donc, l'idée là, c'est pas forcément de te perdre parce qu'il y a beaucoup de choix. Moi, je te conseille de commencer par ChatGPT, d'ouvrir un compte éventuellement sur Mistral, éventuellement sur Claude. Et tu peux commencer en gratuit. À un moment, tu vas avoir des limites liées à l'utilisation en gratuit. Et justement, le fait d'avoir plusieurs IA de ce type, en fait, ça te permet de jongler un petit peu. Mais comme ça te permet de savoir laquelle tu préfères et du coup de prendre un abonnement. Je conseille quand même de prendre un abonnement dans celle que tu préfères. Donc on part du principe que tu as choisi ton IA, donc c'est peut-être ChatGPT, c'est peut-être une autre IA, mais donc tu commences à utiliser l'IA en pratique. Donc tu as choisi, ton IA type ChatGPT et voilà maintenant, bah, il faut commencer. Donc du coup, tu t'es créé un compte, tu te connectes dans l'interface et maintenant, bah, la question, c'est de comprendre comment ça marche. C'est la première, la base un petit peu. Bah, moi, je l'ai fait, bah, à la sortie au moment de ChatGPT et au début, c'était un peu, confus pour moi. Je ne savais pas ce qu'il connaissait, je ne savais pas si je devais lui parler en français, en anglais. Je ne savais pas quel type de prompt marchait, quel type de prompt marchait pas bien. Et du coup, je l'ai utilisé sur plein de cas d'usage, donc à la fois pro, mais également perso. Je l'ai utilisé pour chercher des recettes de cuisine, pour planifier des voyages, etc. J'ai un petit peu testé en fond et en large.
Et du coup, les concepts que tu vas, découvrir, c'est notamment la question de la mémoire. Moi, c'est un concept par lequel je commence en général dans mes formations, parce que je trouve c'est toujours important de savoir qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas, est-ce qu'on doit se répéter ou pas? Souvent, il y a aussi, des incompréhensions, les personnes pensent que, ChatGPT ou l'IA ont une mémoire, omnisciente et qu'ils savent exactement qui on est, ce qu'on a fait dans le passé. C'est pas vraiment vrai, même pas du tout vrai. Il y a différents types de mémoire. Donc, la plus simple, c'est la mémoire qui est associée au chat. Chaque chat a une mémoire. Et après, il y a également la mémoire qui est associée au projet. C'est assez nouveau. Et c'est intéressant en architecture parce que du coup, tu peux l'associer à des documents. Donc, il va se souvenir de tous les documents d'un projet. Mais je ne rentre pas forcément beaucoup plus dans le détail. Après, il y a la réponse à nos instructions et les prompts en fait qu'on utilise. Donc, prompt, instruction, c'est un petit peu la même chose. Et ce qui est le plus important, il ne faut pas se focaliser, penser que le prompt, c'est un art compliqué et qu'il faut passer, je ne sais pas combien d'heures de formation pour apprendre à bien prompter. Je pense que c'est quelque chose de très pratique. Si on lui parle et à un moment, on voit que la réponse est un petit peu à côté, comme avec un humain, on cherche à corriger, à affiner. Et c'est comme ça qu'on apprend finalement le prompt engineering. Après, il y a des techniques, comme par exemple, découper une tâche en tâches plus petites. Et ça fait effectivement partie du prompt engineering. Mais il faut pas, ou l'art du prompt en français, mais il faut pas rendre ça compliqué parce que c'est pas vraiment compliqué. Et moi, mon conseil, en fait, c'est de commencer simple. Moi, je commence toujours très simple, même je vais jusqu'à un niveau de simplicité maximum. Et quand je vois qu'il est à côté de la plaque, je précise. Voilà, parce que j'aime bien un peu tâtonner un peu et voir à quel point un prompt extrêmement simple peut marcher ou pas. Avant de continuer sur cette question d'améliorer son prompt, je voulais te parler de mes formations en ligne sur l'IA pour l'architecture où j'aborde ce sujet. Donc si tu veux apprendre à utiliser ces nouveaux outils IA pour gagner du temps au quotidien dans ton agence, je propose une formation complète à l'IA. Il y a à peu près 15 heures de vidéos directement en ligne, donc que tu peux suivre pas à pas quand tu as le temps et appliquer directement dans ton agence les cas d'usage, les techniques que je t'apprends pour mieux utiliser l'IA. Donc, c'est une formation qui est segmentée en 3 parties. La partie assistant IA, la partie image avec l'IA dont on va parler dans cette vidéo et la partie génération de plans avec l'IA. Si tu veux te former à l'IA pour l'architecture pour gagner du temps, va voir mon lien en description, tu verras le programme complet de la formation. Et maintenant, on y retourne. Et tu seras surpris de voir à quel point, en fait, il peut te comprendre, même si ton orthographe n'est pas parfaite, même s'il y a des choses que tu as oubliées. Après, il y a la question de la factualité. Alors, j'entends souvent dire, oui, il faut se méfier de l'IA. L'IA, c'est pas quelque chose de magique et elle peut se tromper, elle peut nous induire en erreur. C'est vrai, mais dans la majorité des cas maintenant, notamment avec la combinaison de sa base de connaissances et d'une recherche web, en termes de factualité, c'est-à-dire est-ce qu'elle se trompe? Très rarement en fait. Donc il faut toujours garder, voir ses réponses avec des pincettes, mais je dirais, pas vraiment moins ni plus qu'avec Google, étant donné que Google finalement c'est juste une liste de sites internet sur lequel il peut avoir tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une chose, mais là où je serais, je fais plus attention avec l'IA, c'est que l'IA n'a pas d'opinion. Pour elle, disons que pour les choses, par exemple, est-ce que mon texte est bien? Est-ce que mon texte est bien? Est-ce que tu penses que ça va convaincre un client? Elle va te sortir des arguments qui vont peut-être trop dans ton sens, quoi. Et c'est là où moi je fais attention qu'elle m'induise pas dans des pistes que j'aurais pas assumées. Donc moi, je t'encourage, au-delà de la factualité, à, chercher à imposer, comme avec, un salarié qui serait peut-être, un petit peu qui te donnerait des réponses qui seraient trop dans ton sens, de dire, d'essayer de le recadrer un peu, d'essayer de voir en fait s'il y a pas d'autres possibilités et cetera. Donc de garder un sens critique, ça c'est sûr. Après, la qualité, alors la qualité, ça peut être, si tu demandes quelque chose de factuel: «Quelle est la capitale de la France?» Réponse: «Paris». OK, factualité, c'est bon, 100 de réussite. Il y a des cas où c'est plus aléatoire. Si tu lui demandes: «Rédige-moi un mail, qui soit sympathique, voilà, avec mon style», voilà. Mais après tu peux dire: «Ah ouais, ça, cette expression, j'aurais pas pris» et cetera. Voilà, il y a des cas où dans la rédaction, dans la génération de texte, de dire si l'IA a réussi ou pas, c'est un petit peu plus, du ressenti, mais c'est important de l'avoir également.
Et dans ce cas-là, bah, voilà, soit tu vas l'utiliser, soit c'est encore un peu, insuffisant ou, tu vas trouver d'autres techniques pour améliorer le style. Moi, pratiquement, pour des tâches concrètes, type, formate du texte de telle manière à telle manière, si elle, fait le travail sans problème, bah, voilà, elle a réussi. Par contre, pour la génération, c'est un peu plus dur. Pour la correction de texte aussi, il y a des fois où elle va un petit peu trop loin. Voilà, donc sois attentif également à la qualité et essaie de modifier ton prompt ou, si tu y arrives vraiment pas, si tu ça arrive, hein, il y a pas mal de cas où l'IA, les ChatGPT, n'arrive pas à faire la tâche que tu penses qu'elle devrait faire. Bah, dans ce cas-là, juste, tu notes, le cas, tu le réessayes de temps en temps, tu essayes éventuellement d'autres outils, et du coup, tu te crées une culture des cas qui marchent un peu moins bien, de ceux qui marchent, mieux et cetera. Donc, bah, du coup, après, une fois que tu as testé un peu, tu as joué un peu en mode bac à sable, bah, maintenant on peut arriver sur les cas, plus concrets, les cas, de ton travail de tous les jours. Donc les cas qui sont, les plus efficaces, qui en général marchent très bien, c'est la recherche d'informations. Sache qu'il y a 2 modes. Il y a un mode recherche, d'après la base de connaissances et un mode où il fonctionne un petit peu comme un moteur de recherche, sauf qu'il va lire le contenu des sites en avance. Tu peux l'utiliser aussi pour te demander un avis sur un plan, sur un texte que tu as écrit, se mettre à la place de quelqu'un pour te donner son opinion. Ça, c'est un cas d'usage, tu vas voir, qui est très intéressant, parce que du coup, ça te donne un point de vue extérieur, de quelqu'un qui n'est pas humain, mais en fait, peu importe. C'est très important d'avoir un point de vue extérieur, tu vas t'en rendre compte, toi-même. Si tu travailles seul ou même si tu travailles en équipe, avoir, un point de vue neutre sur ce que tu as écrit, bah, c'est pas mal. Après, essaie de varier un petit peu la manière de communiquer avec lui. Tu peux communiquer avec du texte, c'est très utile, mais il y a des cas où l'image, c'est encore plus utile. Par exemple, typiquement, tu es dans un logiciel, tu as un problème, tu veux lui poser la question, bah, n'écris pas un texte pour lui dire je suis dans Revit, j'ai un problème à tel endroit, le menu est un tel. Non, tu fais une copie d'écran, tu lui partages, et lui, il va comprendre tout seul bah, où tu es, etc. Alors, un cas que je viens faire aujourd'hui, c'était assez particulier. J'avais pas ma souris et je devais me connecter, via le clavier uniquement dans Windows pour aller, voir si je pouvais pas activer la souris. Et bah, ça, c'est impossible à trouver à la main, c'est super dur, on peut y passer des heures. Et je l'ai fait en faisant une copie d'écran et ça a marché. Enfin, j'ai pas débuggé ma souris, mais en tout cas, il m'a donné toutes les étapes. J'ai pu naviguer avec juste un clavier. Bah, ça, j'aurais pas pu le faire sans ChatGPT. Alors après, le cas d'usage qui est le plus utile, la manière de communiquer qui est le plus utile et que je fais très souvent dans la rue, par exemple, c'est faire un petit audio. Alors pas un audio où il répond en audio, hein, ça j'aime pas trop ce mode-là, mais un audio où il va faire un transcript, il va comprendre mon texte, l'écrire en texte et du coup on parle par texte interposé, mais moi je lui ai saisi en audio et ça c'est vraiment efficace pour aller vite, pour, voilà, tu as une petite question comme ça, tu lui poses et tout de suite tu as la réponse et ça c'est vraiment génial. Et du coup, avec la même technique, tu peux dicter un compte rendu. Alors, tu lui dictes les informations, mais lui, il peut le modifier, il peut le formater, il peut créer un résumé, etc. Donc, teste ces cas d'usage. Après, améliorer un texte, bah, c'est quelque chose que je fais souvent, notamment pour l'orthographe. Bon, mon orthographe n'est pas parfaite. Des fois, je laisse passer des fautes d'orthographe et du coup, je lui demande de me les corriger. Alors, la difficulté, c'est juste qu'il faut être sûr qu'il corrige que l'orthographe et également, des fois, tu as des problèmes, du fait que le texte n'est pas facilement copié, tu peux pas facilement le copier-coller. Il y a des questions de grade, italique et cetera, mais dans l'ensemble, c'est vraiment, génial. Et après, bah, il y a d'autres usages, hein. Je vais pas faire la liste complète, mais un cas qui est assez amusant et qui peut t'apprendre pas mal de choses, c'est essayer de formater un texte. C'est-à-dire lui dire, bah, voilà les informations en vrac. Maintenant, je veux que, par exemple, tu me sépares les points de la réunion par type de lot impacté, par exemple. Ça, c'est une question de tri, on va dire. Donc, il peut faire ça très bien. Il peut aussi te mettre ça dans un tableau, etc. Donc, teste ces formatages, sachant qu'une fois que tu lui as donné l'instruction, il va la garder en mémoire. Donc là, on revient à la question de mémoire. Et du coup, tu vas pouvoir réutiliser le même chat pour faire une autre réunion. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur ces cas d'usage parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais ça te donne un peu une idée de ce qu'il faut faire. Donc, tu as choisi ton outil, étape 1. Après, tu as un peu joué avec en mode bac à sable. Tu as regardé un peu ce qu'il pouvait donner. Voilà, n'hésite pas à faire des cas qui deviennent comme ça sur le moment. Il n'y a pas besoin que ça soit du sérieux ou du pro. Et après, tu essaies de l'appliquer bah, dans ton travail de tous les jours. Alors maintenant que tu as démarré avec l'IA, tu as ton IA type ChatGPT. Maintenant,
Bah, il y a la question de, OK, bah, à l'agence, peut-être on utilise ChatGPT pour un ou 2 cas d'usage, mais il y a sûrement beaucoup de cas d'usage. Donc comment tu mets en place un système qui va faire que dans ton agence, bah, finalement, vous adoptiez de plus en plus l'IA, et vous discutiez ensemble des cas d'usage? Donc, c'est ce que je te propose de voir maintenant. Alors, d'abord, je pense que c'est pas mal d'avoir une visibilité sur les cas d'usage de chacun. Donc moi, je te suggère soit de faire un tableau, type tableau Kanban. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est. C'est en gros un tableau qu'on affiche sur le mur avec des colonnes et après tu crées, des post-it, tu écris des post-it que tu affiches. Donc ça, c'est la meilleure manière, je trouve, parce que ça a une visibilité. Quand les gens, de ton agence, quand les personnes qui travaillent dans ton agence, passent, ils regardent le tableau, peut-être ils peuvent l'alimenter. Ça peut être bien de laisser un paquet de post-it avec un stylo près du tableau. Comme ça, quand on a une idée, on peut rajouter, une idée. Sinon, ça peut bien évidemment se faire sous forme numérique, par exemple avec un logiciel comme Notion. C'est très simple à faire. Donc moi, je te suggère, l'organisation suivante, d'avoir une colonne, avec des cas d'usage, de l'IA qu'on a testé. Alors éventuellement, tu peux le décomposer en sous-colonnes type, les cas d'usage qu'on a testés, les cas d'usage, qu'on a en tête et qu'on n'a pas encore testé et cetera. Mais pour débuter, fais simple, juste une grande colonne où vous mettez un peu en vrac les post-it de cas d'usage que vous avez testés et éventuellement, vous pouvez mettre une hiérarchie, les cas d'usage les plus intéressants en haut, les autres en bas et cetera. Après, une autre colonne avec les processus. Et c'est là où ça va être intéressant, ce process, c'est de faire la relation entre les processus de l'agence, donc en fait les tâches de chacun sur les projets, et donc notamment ceux qui sont laborieux. Parce que la promesse de l'IA, on est d'accord, c'est de dire, bah, les processus laborieux, à un moment, on va le donner à l'IA, et nous, en tant qu'humains, on va s'intéresser aux choses les plus intéressantes, comme la conception, mais aussi les réunions, mais aussi les revues stratégiques, etc. Donc, bah, il y a besoin de lister ces processus. Je sais que ça peut te paraître un peu idiot parce que tu connais ton métier, mais c'est très important, en fait, même quand tu connais ton métier, en fait, de lister les processus, les tâches. Alors, pas forcément en détail, mais si je te prends un exemple, par exemple, préparer un dossier de permis de construire, par exemple, c'est un processus laborieux. Écrire des CCTP, c'est un processus laborieux, etc. Donc, fais-en une collection, la collection des processus que tu n'aimes pas, mais mets-le en avant. Parce que du coup, tu pourras faire la relation avec des cas d'usage que tu as déjà testés et avoir des idées sur une possible automatisation avec l'IA. Et enfin, oui, une dernière colonne avec les cas d'usage, associés à des processus, qui sont documentés, que tu as déjà entre guillemets «consolidés». Donc il y a déjà des personnes dans l'agence qui l'utilisent avec succès. Elles ont, créé des prompts qui marchent bien et cetera et du coup, c'est les cas d'usage qui, voilà, sont, maintenant, faits par l'IA, en manière, donc avec humain plus IA et ça, c'est bien aussi de voir ce qui marche déjà et aussi de les améliorer parce que en fait, il y a pas une manière de faire, avec l'IA et l'IA évolue très vite également. Donc, ben, peut-être quelque chose qui marchait pas très bien à un moment, maintenant ça marche mieux. Peut-être qu'un processus, fait avec l'IA, mais en copiant en faisant un copier-coller vers ChatGPT, bah, finalement, il va être remplacé par une automatisation ou un agent IA. Donc voilà. Donc, tu as un tableau, Kanban, c'est bien, donc chacun peut y contribuer de manière, asynchrone, c'est-à-dire, bah, quand il a le temps. Mais ça peut être bien aussi de faire des petites réunions, des petits ateliers collaboratifs pour accélérer un peu les choses, les moments de partage. Alors moi, je te suggère un créneau de 2 heures. Alors pas toutes les semaines, mais peut-être tous les mois, par exemple. Alors faut pas oublier les croissants, sinon, des personnes peuvent se vexer, mais aussi pour donner, voilà, pour que ça soit chaleureux. Alors, pour la petite histoire, ce genre d'atelier, j'en ai parlé il y a quelque temps déjà sur la notion de Agile Beam, d'agilité, etc. C'est des ateliers qu'on fait très souvent quand on s'intéresse à ces méthodes de gestion de projet. Et peut-être tu les fais déjà, notamment pour parler d'autres sujets. Mais voilà, je te conseille un petit atelier IA de temps en temps. Et voilà comment je te propose de le structurer. Donc la première chose, c'est partager les meilleurs cas d'usage. Donc voilà, je te suggère, bon, mettons que vous êtes 5 personnes, plus une personne qui fait un peu l'organisation, mais cette personne contribue également au cas d'usage. Donc chacun écrit sur des post-it, donc il faut donner des post-it à tout le monde et des stylos à tout le monde et plutôt des stylos gros, comme ça les gens n'écrivent pas des descriptions trop détaillées. On se focalise juste sur la vue générale et pas sur le détail.
Après, chacun écrit donc les cas d'usage qu'il utilise ou qu'il voudrait utiliser, pourquoi pas. Et après, vous, les personnes qui ont écrit, bah, les affichent dans les colonnes que tu auras préparées. Donc ça peut être un autre tableau. Vaut mieux peut-être faire un tableau vierge pour pas avoir de conflit avec ce qu'il y a déjà. Et, et donc l'idée, c'est soit les personnes les mettent bah, un peu en vrac, soit ils commencent déjà à les regrouper. Si par exemple il y a deux personnes de l'agence qui utilisent les mêmes cas d'usage, bah, peut-être vous pouvez les mettre ensemble dès maintenant. Et après, ben, les personnes qui ont mis des cas d'usage, où ils sont seuls à l'utiliser, ils peuvent parler en fait de ce cas d'usage, pourquoi c'est bien, quelles sont les limites, quel prompt ils utilisent. Voilà, c'est des choses qu'ils peuvent dire. Pour les cas d'usage qui sont, utilisés par, différentes personnes, peut-être une des personnes qui l'utilise, elle peut, bah, décrire son cas d'usage. Pareil, dire, pourquoi elle l'utilise, quelles sont les limites et qu'est-ce que ça lui permet de faire. Et enfin, donc une fois que vous avez plein de cas d'usage, affichés, ce qui est important, c'est de définir, ceux qui pour vous, pour les personnes de l'agence, pas juste pour, les chefs d'agence, mais pour toutes les personnes qui y travaillent, quels sont les cas d'usage qui sont les plus, prometteurs, qui sont les plus intéressants en termes de gain de temps, en termes, bah, de rapport, difficulté versus, bah, résultat. Et pour faire ça, en général, dans ces ateliers-là, on utilise des petites vignettes, rondes, bah, qui sont vendues, au même rayon que les post-it et qui permettent de donc l'idée, c'est que chacun a un nombre limité de votes, donc par exemple 3 votes et du coup, les personnes qui ont participé doivent, mettre un vote sur, les cas d'usage qu'ils préfèrent. Il faut, préalablement avoir regroupé les cas d'usage pour pas qu'une personne vote pour une déclinaison du même cas d'usage. Voilà, donc, mettons que vous avez identifié 25 cas d'usage qui sont regroupés en, 7 catégories. Donc ça veut dire que vous avez 7 grandes catégories de cas d'usage et ben, du coup, les 5 personnes de l'agence vont chacun avoir 3 votes qui vont pouvoir étaler, dans ces 7 possibilités, avec la possibilité de voter, pour le même. Ce qui permet en fait de renforcer, l'effet de majorité en fait. C'est un petit peu comme à la présidentielle, il y a ou à la parlementaire, il y a un effet de pour rendre, les votes un petit peu plus, majoritaires et finalement identifier un nombre limité de cas d'usage. Alors pourquoi limité? Parce que finalement pour toute action collective de ce type, si on veut un effet, tangible, il ne faut pas se disperser. Il faut choisir ce qui est le plus important et c'est pour ça qu'on a intérêt en fait à identifier, la priorité. Donc une fois que vous avez, identifié la priorité, un autre atelier, donc c'est peut-être la deuxième partie de l'atelier ou peut-être vous inversez les choses. C'est peut-être un peu mieux d'inverser les choses parce que du coup vous auriez en tête, les processus. Bah, l'idée ça peut être donc là je mets les processus avant, donc l'idée c'est, de faire le même travail qui est fait un peu, jour après jour avec la fameuse colonne «Les processus laborieux de l'agence». Bah, là vous listez les processus, donc la même chose. Bah, du coup, les personnes qui travaillent sur un certain nombre de processus, type, une personne qui travaille que sur le chantier, elle va avoir en tête des cas d'usage qui sont douloureux pour elle. Des personnes qui travaillent plutôt sur la partie BIM, ils vont avoir des cas d'usage qui sont douloureux pour elles également. Donc du coup, bah, vous allez être complémentaires. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir l'ensemble de l'agence idéalement. 2 heures, c'est pas tant que ça et vraiment ça vaut le coup de rassembler tout le monde. Donc là, l'idée, c'est pareil. Donc, vous listez les processus chacun de votre côté, qui sont douloureux, hein. Ça sert à rien de lister des processus qui marchent, nickel parce que là, il y a pas forcément d'automatisation à avoir. Et après, ben, vous regroupez, les personnes, disent pourquoi c'est douloureux, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ils perdent du temps et cetera. Et après, il y a le même, processus de hiérarchisation, les personnes peuvent voter et à la fin, vous décidez de cas d'usage qui serait intéressant d'automatiser avec l'IA. Donc, voilà pour, cette proposition d'atelier et du coup, à la fin de l'atelier, bah, du coup, vous avez une liste de processus à automatiser, vous avez une liste de cas d'usage qui sont déjà testés et de cas d'usage, qui sont déjà consolidés, on va dire. Et voilà et comme ça, de réunions, ce type d'atelier, vous pouvez en faire une fois tous les mois, peut-être tous les 2 mois, mais ça veut dire que comme ça, il y a un processus itératif où vous allez apprendre l'IA ensemble dans votre agence et développer les cas d'usage. Alors, si vous voulez que je participe à un atelier comme ça, c'est possible. Bah, contacte-moi et éventuellement, je verrai si j'ai de la disponibilité pour vous accompagner sur ce type d'atelier. Alors après, et je vais terminer par ce point-là, sinon l'épisode va durer trop longtemps. Je vais parler de la documentation des cas d'usage et des bonnes pratiques. Donc, c'est quelque chose qui est valable pour toute
tous les processus de l'agence, le BIM, n'importe quoi en fait, il y a intérêt à documenter, dans un outil qui est accessible par tous. Un outil qui d'ailleurs pourrait être recherchable par l'IA. Maintenant, l'IA permet de faire des bases de connaissances où on peut, disons, interroger cette documentation via un simple texte et ça, c'est très utile. Mais revenons à notre cas de l'IA, pardon. Donc la première chose, c'est documenter les cas d'usage. Alors là, on va aller un peu plus loin. C'est pas juste dire, OK, pour les comptes rendus de réunion, j'utilise l'IA. Voilà, point. Non, il faut aller plus loin. Dire, pour les comptes rendus de réunion, en général, j'utilise l'IA. Et les réunions, bah, il y a deux types de réunions, même trois types de réunions. Il y a la réunion en visio, la réunion de chantier, la petite réunion de conception en phase amont du projet. Pour les différents types de réunions, j'ai des données d'entrée qui sont un peu différentes. Dans un cas, je peux faire un enregistrement. Dans l'autre, bah, c'est simplement ma mémoire et mes notes sur un carnet. Et dans un dernier encore, bah, en fait, je sors de la réunion et j'ai l'opportunité de dicter un petit texte. Et du coup, c'est de l'audio. Du coup, j'ai trois types de données d'entrée différents. Du coup, ça fait trois sous-cas d'usage pour les réunions. Et après, est-ce que j'utilise un outil spécifique? Est-ce que j'utilise simplement le ChatGPT ou bien un outil spécifique aux réunions comme Firefly ou Otter? La donnée de sortie, bah, c'est quoi? En général, c'est un modèle de compte rendu de réunion. Il y a quoi sur ce modèle? Bah, il y a la liste des intervenants, il y a la date, il y a le nom du projet. D'où viennent ces informations? Est-ce que ces informations sont copiées-collées voilà, à chaque fois? Ou est-ce qu'elles viennent d'une base de données centralisée? Donc, s'il y a une modification sur le nom d'une personne, il y a un nouveau contact, bah, il est automatiquement rajouté ou pas. Du coup, est-ce que le résultat est bon ou est-ce que c'est pas encore ça, qu'il y a des corrections à la main à faire, et cetera? Donc là, je t'ai donné un cas d'exemple sur les comptes rendus de réunion. Donc il y a beaucoup de sur d'autres cas, il y aura sûrement des choses différentes, mais c'est un peu les informations dont on a besoin pour documenter le cas. N'oublie pas non plus de documenter les prompts utilisés, ce qui marche moins bien, bah, de faire une sorte de bibliothèque de prompts à l'intérieur de l'agence. Donc, après, il faut rendre cet usage réutilisable facilement pour éviter que chaque personne, bah, finalement, cherche des prompts de son côté, trouve sa méthode de son côté. Il faudrait, en fait, consolider cet usage pour que, bah, finalement, il n'y ait pas à chercher et que ça roule, quoi, en fait. Donc du coup, on va dire, il y a 4 niveaux. Moi, je distingue 4 manières, il y en a sûrement d'autres. Mais la première, c'est, de créer une bibliothèque de prompts. Donc comme j'ai dit juste avant, donc l'idée, c'est de stocker les meilleurs prompts dans une mini base de données de prompts. Alors, je te suggère Airtable pour faire ça. On peut utiliser d'autres choses, des outils dédiés aux prompts. Airtable, c'est pas dédié aux prompts, c'est une base de données simple que j'utilise dans toutes mes automatisations. Et c'est très bien fait, c'est simple c'est contrairement à Excel, c'est une base de données. On peut relier les données entre elles. Par exemple, le prompt peut être relié à un cas d'usage et c'est très très propre. Tu peux pas te perdre, contrairement à Excel. Alors, la bibliothèque de prompt, c'est le premier cas d'usage, mais il faut que chaque personne de l'agence puisse l'alimenter. Alors, une des limites de Airtable, c'est que, on peut devoir avoir besoin du plan payant, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est important, que, chaque personne puisse contribuer à cette base de données très, très facilement, sans que ça soit bah, sinon il y aura pas de contribution. Et une fois qu'on a la bibliothèque de prompt, alors pour moi, la bibliothèque de prompts, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise au quotidien parce qu'en général, j'ai pas besoin d'inspiration pour mes prompts. Je sais à peu près comment parler à ChatGPT, mais ça peut servir quand on veut affiner les choses, quand on veut, notamment pour partager à plusieurs personnes qui n'ont pas le même niveau avec l'IA, etc. Donc, et aussi pour se souvenir des cas d'usage, parce que finalement, c'est un peu un raccourci pour dire, OK, tu veux créer un compte rendu de réunion, je ne sais pas comment faire, bah, prends le prompt, ça va marcher. Mais pour moi, il y a pas, on part rarement quand même d'un prompt d'une bibliothèque. C'est plus une documentation qui va servir à renforcer l'utilisation dans l'agence. Après, une utilisation qui est plus pratique, c'est les GPT. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail de comment ça marche, mais les GPT, c'est l'une des fonctionnalités de ChatGPT, qui est en gros la possibilité de créer des mini-applications qui utilisent du coup un prompt. Et c'est là où on fait le lien avec la bibliothèque de prompt, c'est que une fois que tu as ton prompt dans la bibliothèque de prompt, la version 2, en fait, c'est de l'intégrer à un GPT. Alors le GPT, c'est un peu comme une boîte noire, c'est-à-dire que en gros, tu as une page où tu vas dire, bah, j'ai le GPT compte rendu de réunion. Et là, le GPT, tu vas lui parler. Il va te dire, oui, tu veux faire un nouveau compte rendu, bah, tu as besoin de ça, ça. Donc ça, c'est pas ChatGPT qui invente, c'est toi en dur dans le prompt, tu lui as dit, demande à l'utilisateur ce qu'il a besoin. Donc, bah, il fait ce que tu lui as demandé.
Et après, en fonction, une fois que le GPT a les données d'entrée, bah là, il fait ce que tu lui as dit dans le prompt. Mais ce prompt n'est pas visible. Imagine, c'est toi qui as fait le prompt, tu t'appelles Marc et quelqu'un dans l'agence, Elodie, va faire des comptes rendus de réunion, mais elle n'aime pas trop l'IA, elle s'y est pas mis. Et bah, du coup, Elodie va pouvoir directement utiliser ton GPT sans connaître vraiment ton prompt. Elle va juste parler à un GPT qui va lui dire bah, bonjour Elodie, quel compte rendu tu veux faire aujourd'hui? J'ai besoin de tel document. Donc, tu vois, ça va créer une sorte de simplification de ton process en cachant un petit peu la complexité du prompt, etc. et en ayant un prompt commun. Dans l'idée, c'est bien. Moi, personnellement, je l'utilise pas parce que je trouve que c'est un peu trop simple pour mon cas d'usage et aussi je travaille pas en équipe, donc j'ai pas forcément besoin de simplifier l'usage. Mais je pense que ça peut être très utile dans le cadre d'une agence d'architecture. Et moi, personnellement, je m'intéresse plus aux 2 derniers, donc les automatisations et les agents IA. Alors, les automatisations, j'en parle également dans une formation dédiée, donc une formation en ligne, qui complète la formation à ChatGPT. L'automatisation, pour faire simple, c'est des logiciels, donc Word, Excel, ton calendrier, si je prends les plus courantes, qui ont des événements. Par exemple, ton calendrier, il peut avoir un événement qui arrive parce que c'est le jour de l'événement, ou il y a un nouvel événement qui arrive dans le calendrier, ou tu reçois un autre mail. Donc, à chacun de ces événements, tu peux créer des automatisations. Par exemple, alors, tu reçois un nouveau mail, tu as une automatisation qui va se créer. Elle va demander à ChatGPT, lis-moi ce mail et catégorise-moi-le. Ah, ok, c'est un mail client, donc ça, c'est la catégorie qu'a renvoyé ChatGPT. Alors, on fait ça. Tu vois, c'est une sorte de programme qui se fait pas en programmant, mais qui se fait en configurant en fait des petites boîtes avec d'un côté ton mail, après ChatGPT, après, etc. Donc, par exemple, j'ai fait une automatisation complète qui permet de te créer une base de prix avec l'IA en utilisant les devis que tu reçois jour après jour dans ton agence. Donc ça, c'est le premier concept. Et le dernier concept qui sont les agents IA, c'est un peu l'étape supplémentaire. C'est-à-dire là, on voit que j'ai décrit plusieurs process. Il y a ton mail qui arrive, après ça envoie à ChatGPT, après ça fait autre chose, etc. Dans le cas des agents, en fait, c'est un petit peu comme les GPT, sauf que ce serait comme des GPT, mais qui auraient accès à plein d'outils. Donc imagine un agent qui, par exemple, se charge des réunions. Bah, l'agent réunion, lui, il va peut-être être connecté à tes mails, effectivement. Donc dès qu'il y a un nouveau mail, il va faire quelque chose, par exemple. Et l'agent IA, il va dire, bah, OK, ce mail, je pense que c'est un mail de chantier. Du coup, je vais aller chercher la liste des intervenants dans une base de données auquel j'ai accès pour faire telle tâche, etc. Tu vois, il va avoir une autonomie. Mais tous ces processus, ces sous-processus, on n'aura pas besoin de le détailler. Voilà, dans l'ensemble, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je pense que ça mériterait une vidéo à part entière, mais c'est comme ça que je procéderai pour utiliser l'IA de manière plus intensive dans ton agence. Si tu as besoin d'aide, effectivement, pour te guider là-dedans, je suis disponible, donc n'hésite pas à me contacter. Ce diagramme, je peux te l'envoyer. Comme ça, tu as toutes les étapes et tu peux essayer de les appliquer dans ton agence. Donc, je mets le lien juste dans la description et tu auras accès donc à ce diagramme. Je te remercie donc de m'avoir écouté. J'espère que ça va t'aider à implémenter l'IA et savoir comment procéder pour accélérer l'utilisation de l'IA dans ton agence. Si l'IA t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu seras tenu au courant des nouvelles vidéos. Et si tu veux utiliser l'IA, non pas seulement pour la partie assistant IA, mais également pour la partie image, je pense qu'il y a une vidéo qui va beaucoup t'intéresser. Je donne une formation d'1 heure pour utiliser l'IA pour faire des images en architecture. Le lien s'affiche juste ici.